Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Sylvie Vauclair pour une conférence musicale. Ce n'est pas une conférence et concert, mais on y parlera de musique. Voilà, donc c'est un petit peu spécial. C'est dans notre cadre, dans le cadre de notre petit cycle musique et sciences en Côte Vermeille, voilà, dans lequel nous avons à peu près 1 ou 2 événements par an. Aujourd'hui, nous avons le regret de ne pouvoir le faire comme c'était prévu à la Villa d'Intrevert, parce que c'est un cadre agréable et c'est vrai, ça s'y prête pour certaines thématiques, pour certains sujets. Mais c'est vrai que là, je me demande, avec la tramontane, l'instrument que vous présentera Sylvie tout à l'heure, je pense que ça n'aurait pas donné des choses très agréables à écouter. Donc bon, je pense que finalement, ce cadre-là convient sans doute peut-être aussi bien. Voilà. Sylvie Vauclair est astrophysicienne, elle est professeure émérite à l'Université de Toulouse, et également membre de l'Institut universitaire de France. La plupart de ses recherches, je crois, elle les fait donc justement à l'Institut de recherche sur l'astrophysique et la planétologie à Toulouse. Mais elle a aussi donc parcouru tous les observatoires du monde pour y découvrir, pour y voir, pour y étudier l'univers. Elle fait aussi, bien sûr, beaucoup de conférences, participe à beaucoup de conférences, organise des écoles d'été, et à plusieurs reprises, donc, nous avons eu la chance de la voir sur Banous parce qu'elle a organisé plusieurs écoles d'été où ils étudient l'origine, l'évolution de la biosphère, par exemple. Et c'est à l'occasion de cette école d'études, de ces écoles d'été l'année dernière, que Sylvie Vauclair nous avait donné une conférence sur l'homme face à l'univers. Et c'est à cette occasion qu'on a parlé de musique des étoiles et qu'on a pensé qu'on pouvait donc présenter ce soir cet aspect-là des choses. Nous, je pense vous l'expliquer, nous devions avoir à un moment donné aussi le compositeur qui a travaillé sur cette musique des étoiles, mais il n'est pas présent, mais vous le verrez, et il y aura des vidéos dans lesquelles il intervient. Donc je vais vous laisser la parole pour découvrir cette musique des étoiles. Bonsoir, je suis ravie d'être ici à nouveau. Je ne dirai pas de combien de fois je suis venue à Banyuls, mais ça commence à faire un bail, et dans cet amphithéâtre en particulier, cet auditorium que je connais bien. Et j'ai déjà, donc, comme disait Anne-Marie Genièvre, participé, organisé des écoles d'été, colloques scientifiques ici. Et puis j'ai déjà, certains d'entre vous y étaient, donné des conférences pour le grand public, des conférences scientifiques. Ce soir, c'est un petit peu différent. Comme vous l'a expliqué Anne-Marie, c'est donc dans un cadre sciences et arts, sciences et musique. Et c'est l'occasion pour moi donc de vous parler de cette musique des étoiles, de ce que ça signifie, de ce qu'on a pu en faire à la fois sur le plan scientifique, donc je vais vous parler sciences pures, et puis sur le plan musical, puisque j'ai travaillé avec ce musicien, Claude Samuel Lévig, pour, vous allez voir, composer une musique un petit peu particulière et liée aux étoiles. Alors, tout de suite, j'ai envie de préciser les choses. La musique et l'astronomie sont très liées depuis très longtemps. D'ailleurs, je vais vous faire une petite rétrospective de ce qui se passait chez les anciens Grecs, puisque c'est parti de là, avec cette sorte de parallèle entre les représentations du monde que pouvaient avoir les anciens Grecs et le début de la musique, qui est devenue notre musique occidentale, avec notre gamme un peu modifiée maintenant, mais au départ gamme de Pythagore. Et cette relation musique et astronomie était, depuis le début, totalement symbolique. Et ça plaît beaucoup aux gens, donc souvent on vous parle de musique qui vient de l'espace, on vous parle de ces astronomes qui écoutent le ciel, beaucoup d'idées comme ça, transformer des images en musique. Vous savez, on peut faire de la musique avec n'importe quoi. Dès qu'on a un rythme quelque part,
Dès qu'on a quelque chose qu'on peut transformer en fréquence, on peut en faire de la musique. Et ça peut être très joli. Mais c'est pas vraiment de l'astronomie, c'est pas relié. Alors là, ce dont je vais vous parler, après une petite introduction et aussi quelques passages vidéo, ce dont je vais vous parler, c'est une découverte, une réelle découverte vraiment scientifique. Une découverte qui date de environ 40 ans, 40-50 ans, en ce qui concerne notre Soleil, notre étoile, moins longtemps, 20-25 ans, en ce qui concerne les autres étoiles du ciel. Mais cette découverte, c'est que beaucoup d'étoiles, qui sont, vous savez, des grosses sphères de gaz, des sphères autogravitantes, c'est-à-dire des sphères qui tiennent toutes seules dans l'espace sous l'effet de leur propre poids. Beaucoup de ces étoiles ont à l'intérieur, dans cette sphère, des ondes sonores qui se propagent et qui résonnent. Alors ces ondes sonores, c'est quelque chose d'intérieur aux étoiles. On ne peut pas les entendre. Impossible. On ne peut pas entendre du son qui vient de l'espace. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que les ondes sonores, c'est pas comme la lumière. La lumière se propage dans le vide. Pas seulement, mais elle se propage dans le vide. Les ondes sonores ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Là, si vous m'entendez, c'est parce qu'il y a de l'air entre vous et moi. S'il y avait le vide entre vous et moi, je pourrais parler pareil, vous n'entendriez rien du tout. Donc l'espace, en fait, il y a de la matière dans l'espace. Donc dans les galaxies, vous avez des étoiles, et entre les étoiles, vous avez des nébuleuses, vous avez du gaz, qu'on appelle la matière interstellaire. Et on le voit, je vous en montrerai des images, ces nébuleuses, on les voit. Elles rayonnent. Ou plutôt, elles rayonnent parce que, bon, c'est parce qu'il y a des étoiles dedans, enfin c'est un petit peu compliqué, mais on les voit, ces nébuleuses. Mais en fait, à l'intérieur, c'est plus vide que le vide le plus poussé que vous pouvez faire ici sur la Terre. Et si on voit ces nébuleuses, c'est simplement parce que c'est immense. Alors même s'il y a très peu d'atomes là-dedans, on les voit quand même. Mais ça ne permet pas d'avoir un son qui se propage jusqu'à nous. Donc quand on vous dit les astronomes écoutent le ciel, c'est pas ça qui se passe. Il se passe que les astronomes reçoivent des ondes qui sont ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques, c'est comme la lumière, mais la lumière accessible à l'œil, c'est une toute petite partie de toutes les ondes électromagnétiques qui existent. L'œil est sensible aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'œil est sensible du rouge au violet. Au-delà du violet, vous avez l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Et au-delà du rouge, vous avez l'infrarouge et les ondes qu'on appelle radioélectriques, dont font partie les micro-ondes, d'ailleurs, celles que vous avez dans vos fours au micro-ondes. Il se trouve que l'atmosphère terrestre, qui est tellement importante pour nous, l'atmosphère terrestre laisse passer seulement une toute petite partie de ces rayons-là, une toute petite partie. L'atmosphère terrestre laisse passer le rayonnement visible, ça c'est une coïncidence extraordinaire, qui n'est probablement pas une coïncidence d'ailleurs, c'est que l'atmosphère terrestre laisse passer exactement le rayonnement solaire, qui est le soleil, le rayonnement solaire peut arriver jusqu'au sol, et nos yeux sont adaptés pour le voir. Ça c'est assez extraordinaire. Donc ça c'est le rayonnement visible. Et l'atmosphère terrestre laisse aussi passer une autre sorte de rayonnement qui est le rayonnement radioélectrique. Et quand les astronomes observent le ciel en rayonnement radioélectrique, ils ont ce qu'on appelle ces grandes antennes, ces radiotélescopes, qui leur permettent d'observer le ciel dans ce rayonnement qui n'est pas du tout visible à l'œil. Pour des raisons, là encore, de coïncidence un peu compliquées, les gens appellent ces grandes antennes les grandes oreilles. Et vous avez des articles de vulgarisation où là on vous dit les astronomes écoutent le ciel. Ce n'est pas du son, ce sont des ondes électromagnétiques. C'est comme les téléphones portables. Quand vous avez un téléphone portable, vous parlez à quelqu'un qui est loin, il n'y a pas d'onde sonore qui vient entre la personne qui parle et puis la personne qui écoute. Le son est transformé en ondes électromagnétiques, c'est ça, qui propage l'information et qui ensuite revient en tant qu'onde sonore à l'intérieur de votre téléphone portable. Eh bien, dans le ciel, c'est pareil. Ce qu'on reçoit, ce sont des ondes électromagnétiques.
qui arrive jusqu'à nous. Donc on ne peut pas avoir de son qui se propage dans le ciel. Alors je vous dis qu'il y a du son à l'intérieur des étoiles. Ben oui, à l'intérieur des étoiles c'est du gaz. En moyenne, la densité du Soleil c'est à peu près la densité de l'eau. C'est assez dense en moyenne. Évidemment ça dépend de la distance au centre. Ça ne veut pas dire que le Soleil est liquide parce qu'il est extrêmement chaud. Mais c'est à peu près ça. Donc il y a du gaz, essentiellement de l'hydrogène, et puis de l'hélium, et puis plein d'autres éléments. Et donc ce gaz peut être le support d'ondes sonores. Il peut se propager des ondes sonores. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, mais on ne le savait pas. Donc ça a été découvert pour les étoiles il y a 25 ans, comme je vous disais tout à l'heure. Alors vous allez vous poser la question, comment on l'a découvert, hein, puisqu'on ne peut pas l'entendre. Eh bien, et je vais vous en parler un petit peu plus, c'est que ces vibrations des étoiles, c'est en fait comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Et quand vous avez un instrument de musique, ça vibre. C'est la vibration qui vous produit le son. Mais si vous avez un instrument qui permet de voir la vibration, même si vous n'entendez rien, même si vous êtes complètement sourd, vous savez que ça vibre. Par exemple, vous prenez un tambour ou une timbale d'orchestre, vous imaginez quelqu'un qui n'entend rien du tout. Et bien avec un instrument approprié, il pourra savoir qu'il y a du son ou qu'il n'y a pas de son, en regardant la membrane vibrer. Et il peut aller au-delà de ça. Il peut savoir quel son, lequel son. Et puis il y a des harmoniques. Il n'y a pas un son unique. Il y a un son et des harmoniques. Et en regardant, en étudiant, en analysant précisément les vibrations, par exemple de la membrane, on peut décomposer dans toutes les harmoniques qui sont en train d'être excitées. Eh bien, les astronomes, depuis 25 ans, sont un peu comme des gens sourds qui observent un son. Et alors pour ça, évidemment, il fallait des instruments appropriés. Et ça, c'est une technique qui était délicate, qui a été longue à développer, et c'est pour ça qu'on s'en est aperçu seulement récemment. Donc voilà la situation actuelle. Les étoiles sont comme des caisses de résonance d'instruments de musique. C'est quelque chose d'extrêmement important pour la recherche. Parce qu'en étudiant toutes ces harmoniques, et il y en a beaucoup, alors quand on étudie les harmoniques du Soleil, il y en a plusieurs millions qu'on peut détecter. Quand on écoute vous voyez, moi aussi je dis écoute, quand on étudie les harmoniques des étoiles, on n'en a pas plus que 40 à peu près, 40-50, parce que c'est plus difficile d'observer pour les étoiles que pour le Soleil qui est près. C'est extrêmement important pour les astronomes, parce qu'en étudiant ça, on peut avoir des informations sur l'intérieur des étoiles. Vous savez, vous écoutez je ne sais pas, une timbale d'orchestre par exemple, qui va faire un boum-boum, et imaginez, c'est une vue de l'esprit, hein, imaginez que vous retirez l'air qui est à l'intérieur de la timbale d'orchestre, vous mettez du méthane à la place, et bien ça ne fera pas le même son, parce que la vitesse des ondes sonores à l'intérieur sera différente. Eh bien les astronomes utilisent ça, et ça a donné naissance à une nouvelle science qu'on appelle l'astérosismologie, voilà, qui est l'étude donc des étoiles. Chaque étoile a une signature sonore qui lui est propre. Parce qu'il y a des étoiles plus grosses, et les étoiles plus grosses, c'est comme les instruments de musique, vous savez, les étoiles plus grosses résonnent plus grave, les étoiles plus petites résonnent plus aiguës. Il y a la composition chimique qui est différente, chaque étoile est différente, chaque étoile a une personnalité. Donc, d'abord, encore une fois, d'un point de vue scientifique, on peut étudier l'intérieur des étoiles à partir de ça. Et puis, si on a une petite fibre artistique, on peut se dire, tiens, c'est des caisses de résonance, ces étoiles. On peut reconstituer le son à partir des vibrations de lumière qu'on observe, si on en faisait de la musique. Alors, c'est pas tout à fait évident, parce que les étoiles résonnent très grave, très très grave. Vous savez, le Soleil a 700 000 km de rayon. 700 000 km de rayon. Quand vous savez que vous entendez, vous savez, un petit piccolo, là, ça résonne aigu, je ne sais pas moi, une flûte ou un saxo plus grave, on mesure ça en hertz. Les hertz, c'est les nombres de vibrations par seconde. Donc l'oreille humaine est sensible, bon ça dépend des gens, entre 20-30 hertz à peu près, jusque 20 000-30 000 hertz.
Bien, les étoiles, elles résonnent énormément plus grave que ça. Les étoiles, elles résonnent à des millièmes de hertz. Donc en fait, si on va faire de la musique, il faut transposer. Et il faut transposer 17, 18 octaves. Mais on fait une transposition comme la transposition en musique. Vous savez, une transposition en musique, ça consiste à prendre des notes de musique qui ont chacune une certaine fréquence et à toutes les transformer d'un certain nombre du même intervalle. Ça peut être des octaves, ça peut être autre chose. Ça, c'est une transposition en musique. Donc on peut faire ça avec les étoiles. Et c'est ce que j'ai fait avec ce musicien, Claude Samuel Levin, pour composer une musique qui est réellement, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, mais qui introduit réellement le vrai son des étoiles du ciel. Enfin, de 12 étoiles en réalité, parce que pour faire une sorte de gamme. Alors, je vais vous expliquer aussi que les harmoniques des sphères, c'est pas la même chose que les harmoniques d'une corde. Et la musique occidentale est complètement fondée sur les harmoniques, les vibrations des cordes. Quand on a des sons ou des harmoniques de sphères, on appelle ça des harmoniques sphériques, eh bien ça ne tombe pas pile sur une note de la gamme, une note du piano. Donc il y a des différences. Les différences, c'est quand on veut faire de la musique avec ça, c'est de la musique intratonale, c'est-à-dire qu'il y a des sons qui ne sont pas parmi les tons et les demi-tons de la gamme. Donc pour pouvoir travailler là-dessus, il faut, premièrement, le faire avec un ordinateur. Ce n'est qu'avec un ordinateur, avec un synthétiseur, le même genre d'ordinateur qu'on utilise, enfin qui sont dans les synthétiseurs musicaux, hein, c'est un synthétiseur. Utiliser un synthétiseur pour recomposer le son des étoiles à partir de leurs harmoniques. C'est pas évident. Ou bien, si on veut utiliser un vrai instrument, eh bien, il faut utiliser un instrument qui soit capable d'aller entre les tons. Alors, on peut utiliser des instruments à cordes comme le violon, comme tous ces instruments-là permettent de jouer entre les tons. Ils ont un son continu. Mais bon, c'est pas évident à utiliser. Le compositeur, donc Claude Samuel Levin, a utilisé deux instruments dont il est spécialiste. Le premier, c'est les ondes Martenot. Donc les ondes Martenot, c'est un instrument qui permet de jouer d'une manière continue. Et le deuxième instrument, c'est le thérémine. Alors le thérémine, c'est ça. C'est cet instrument-là. Je vous en ferai une petite démonstration parce que j'ai appris un tout petit peu à utiliser ça. Donc je vous en ferai une petite démonstration après. Alors pour le déroulement de cette conférence, donc je vous ai fait une introduction assez longue, je vais avec des images, avec une projection, je vais revenir un peu sur tout ça, tout ce dont je vous ai parlé en introduction. Je vais y revenir de façon un petit peu plus détaillée. Et puis je vais entrecouper ça par des vidéos de Claude Samuel Levin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais vous allez comme ça le voir, et il vous explique lui-même, eh bien d'abord, ce que c'est que cet instrument, des ondes Martenot, donc il a utilisé pour sa musique. Ensuite, il expliquera déjà le thérémine, moi je vous le réexpliquerai un petit peu, et puis après, comment il a fonctionné pour la musique des étoiles. Donc on va commencer par là, un extrait vidéo, j'espère que ça va marcher. Une onde Martenot, c'est un instrument fantastique. C'est la main droite qui donne la hauteur de la note.
On a aussi à disposition différents timbres possibles. Le timbre creux, le timbre grand G, pour respecter les œuvres écrites et les sonorités particulières de ces diffuseurs Martenot, j'ai trouvé à l'oreille des effets logiciels qui s'en approchent et que j'utilise depuis avec l'Ondea. Un instrument si sensible et si subtil que ça peut développer une sensibilité extraordinaire chez le musicien. Ça peut donner parfois l'impression que c'est un prolongement direct de la pensée. Voilà. Donc ça vous donne une idée de ce que sont les ondes Martenot. Il faut dire que le père de Claude Samuel Lévin, qui est à la retraite, qui était ingénieur, je ne sais pas exactement dans quelle entreprise, est passionné de ça et qu'il a réarrangé, retransformé l'instrument des ondes Martenot. Ce qui a donné ce qu'on appelle l'Ondea maintenant. Donc ce qu'on appelle l'Ondea, c'est des ondes Martenot un petit peu transformées, les touches sont améliorées, enfin des choses comme ça. Et maintenant, je pense que les ondes Martenot partout, c'est commercialisé sous la forme de l'Ondea. Donc voilà, c'est pour vous expliquer ce que c'est. Donc vous voyez, si vous avez vu, il y a un clavier, mais le clavier peut être, comment dire, les notes peuvent être programmées différemment des notes du piano. Et puis il y a ce câble devant avec un anneau. Et on peut jouer avec l'anneau, et là on joue de manière continue. C'est ça qui fait ce son un peu comme une scie musicale de l'Ondea, des ondes Martenot. C'est ce câble devant. Voilà, alors je vais revenir à ce dont je vous ai parlé au début, tout à l'heure. Petit retour en arrière depuis les anciens Grecs. Quand on va un petit peu en détail voir ce qui se passait à l'époque, on s'aperçoit que, bon, ce qu'on apprend en général dans les écoles, c'est d'un petit peu simplifié. Alors je vais revenir là-dessus un peu en détail. En général, on apprend que les anciens Grecs pensaient la Terre au centre du monde et que les planètes tournaient autour de la Terre d'un mouvement circulaire uniforme, et ça a perduré jusqu'à Copernic, c'est-à-dire un peu avant 1600. C'est vrai, mais c'est pas si simple que ça. Donc voilà ici un schéma des images qu'on pouvait avoir à l'époque, donc avec la Terre au centre du monde. Ces Grecs savaient déjà, enfin pas précisément, mais ils avaient quand même déjà une bonne idée de mesure des distances des planètes. Donc ils pensaient que tout tournait autour de la Terre, donc il y avait d'abord la Lune, la plus près, ensuite Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, au-delà le firmament, et au-delà du firmament, évidemment, l'habitacle des dieux. Juste petite remarque, parce que j'aime bien le faire remarquer, c'est que cette planète à l'époque, cette planète parce qu'il y avait les 5 planètes qu'on peut voir à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et en plus la Lune et le Soleil. Parce que planète vient d'un terme grec, planétès je crois, qui veut dire astre errant. C'est-à-dire que les planètes sont les astres qui se déplacent par rapport aux étoiles au cours du temps. Donc le Soleil et la Lune aussi se déplacent par rapport aux étoiles.
Et il se trouve que le Soleil avait une place tout à fait particulière, et ça c'est normal, hein. On sait que la Lune, effectivement, est près de la Terre, Mercure, Vénus, et ensuite le Soleil et les trois autres. Le Soleil avait une place tout à fait particulière, et ça tombait bien, parce que le Soleil, ben, c'est pas comme les autres astres. Le Soleil est important, est gros, et était aussi un peu considéré comme divin. Et c'est de là que viennent les 7 jours de la semaine. C'est de là que viennent les 7 jours de la semaine, et les 7 jours de la semaine, tels qu'on les... avec le nom qu'on a encore en français, c'est pas pareil dans toutes les langues, mais vous commencez à partir de... Enfin, l'idée était de passer d'une planète à l'autre en terminant par ce qui est le plus beau, c'est-à-dire le Soleil. Donc en commençant par la Lune le lundi, après on allait au-dessus du Soleil, Mars le mardi, Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi, Saturne le samedi, et le jour du Soleil, le jour de Dieu, le dimanche, le Sunday, le Sonntag. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure que les choses n'étaient pas si simples. C'est que dans la réalité, eh bien les Grecs, et ça j'insiste, pour moi c'est vraiment important, les Grecs savaient, les philosophes grecs, que ce n'était pas possible par rapport à la réalité des observations. Ils le savaient. Plusieurs raisons pour le savoir. D'abord, la planète Mars. Eh bien, vous observez la planète Mars, il n'y a pas besoin d'un télescope, il n'y a pas besoin de la lunette de Galilée, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Vous observez la planète Mars dans le ciel pendant plusieurs mois. Vous allez voir qu'elle se déplace par rapport aux étoiles. Quelquefois, elle revient en arrière pour repartir. Et ce petit retour en arrière pour repartir est totalement exclusif. Ça ne peut pas être un mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. Et il n'y a pas besoin d'instrument pour ça, les Grecs, ils le savaient. Il y a aussi les planètes Mercure et Vénus. Les planètes Mercure et Vénus, vous ne les voyez jamais au milieu de la nuit. Vous les voyez juste après le coucher du Soleil, ou bien juste avant le lever du Soleil. Si elles tournaient autour de la Terre d'un mouvement circulaire uniforme comme Jupiter et Saturne, pourquoi vous ne les voyez pas au milieu de la nuit? Donc il y avait des soucis. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y avait des soucis, et il y avait des philosophes grecs qui avaient remarqué qu'il y avait des soucis, et qui avaient des idées. Philolaos de Crotone. Philolaos de Crotone avait... c'est l'âge. Philolaos de Crotone avait l'idée que la Terre, comme les autres planètes, mais aussi le Soleil, tournait autour d'un feu central. Puis il y a aussi une antiterre, enfin c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, ça ne tenait pas la route. Et donc ça n'a pas été gardé. Il n'empêche que Philolaos de Crotone n'avait pas de souci, apparemment, pour imaginer que la Terre était une planète, dans l'espace. Ensuite, Platon et Aristote, qui eux, alors je vais en reparler. Aristarque de Samos. Eh bien, Aristarque de Samos, il avait déjà l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Et ça, on le sait grâce à Archimède. Je vais vous le passer, je reviendrai ensuite là. Voilà. Ça, Archimède, bon, c'est une traduction, je ne sais pas ce que vaut la traduction, parce que moi, je ne connais pas le grec. Traduction, voilà, c'est écrit là. Un ouvrage d'Archimède qui s'appelle l'Arénaire, traduit par l'Arénaire. En fait, il se posait la question, est-ce que le nombre de grains de sable sur la Terre est fini ou infini? Et l'Arénaire, c'est lié au sable. Eh bien, à un endroit, il dit, d'après ce qui est dit par Aristarque de Samos, le monde serait beaucoup plus grand que nous venons de le dire, car il suppose que les étoiles et le Soleil sont immobiles, que la Terre tourne autour du Soleil comme centre, etc., etc. Donc, vous voyez, on a des écrits d'Aristarque de Samos sur autre chose. On a des écrits, il a mesuré la distance du Soleil et la distance de la Lune. Il a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas d'écrit là-dessus de lui, alors on se demande s'il y a eu des écrits qui ont disparu, peut-être dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ou d'autres choses, mais on a ce texte d'Archimède qui est quand même très explicite. Alors je reviens un peu en arrière, là. Qu'est-ce qui se passait? Je vais vous dire mon point de vue. Et c'est pas seulement d'ailleurs mon point de vue, parce que vous allez voir, il y a des textes. C'est que, en fait, quand on est dans une situation comme ça, et je trouve que c'est très intéressant
même pour actuellement, pour toujours, la manière dont fonctionne la recherche, la manière dont on fonctionne tous. Quand on se trouve dans une situation où on a une idée, là c'est une idée d'harmonie du monde, une idée de stabilité du monde, et puis il y a une observation qui nous montre que, ben non, c'est pas comme ça. Ben, il y a deux attitudes. Une attitude, c'est de dire, nos sens nous trompent. L'observation n'a pas d'intérêt, nos sens nous trompent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, l'important c'est l'esprit humain. L'important c'est l'esprit humain, la construction de l'esprit humain. Ça, c'est Platon et Aristote. Donc, peu importe qu'on ait des observations qui montrent des choses bizarres, on n'en tient pas compte, on garde ce qui est harmonieux pour nous. Donc, harmonieux pour nous, c'est la Terre au centre du monde et les 7 planètes qui tournent autour de la Terre d'un mouvement circulaire uniforme. Et puis vous avez les gens qui se disent, mais attends, il y a un problème là. On fait des observations et ça ne marche pas. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à chercher et aller plus loin. Voilà. Pour moi, je suis peut-être un peu, bon, je ne sais pas, mais pour moi c'est ça le vrai esprit scientifique. Et il y en a eu. Il y en a eu, Philolaos et Aristarque en particulier. Sauf que ben, ce n'était pas évident d'accepter ça. Ça n'a pas été accepté. Le Moyen-Âge en France était complètement focalisé sur la philosophie d'Aristote. Et il a fallu attendre Galilée, Copernic, pour arriver à revenir à cette idée que la Terre était une planète dans l'espace. Alors je vous ai dit des textes, je vous en montre un autre là, qui est Épicure. Alors là, ça va encore beaucoup plus loin. Épicure, la lettre à Hérodote, qui est très, très connue, là encore, c'est une traduction. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. Vous voyez, ça va très très loin. Et puis là, c'est Lucrèce, alors c'est encore plus que ça. Nulle part, en aucun sens, à droite ni à gauche, ni en haut ni en bas, l'univers n'a de limite. Si donc de toutes parts s'étend un libre espace sans limite, etc., etc., le ciel et la terre, le soleil, la lune, la mer et tout ce qui vit, loin d'être unique en leur sort, existe au contraire en nombre infini. Et voyez à quelle époque c'était. Donc quand on vous dit que les anciens Grecs pensaient que la Terre est au centre du monde, point barre, et qu'il a fallu attendre Copernic, qui est le premier à avoir eu l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est sûr, c'est que Copernic a été le premier à faire des calculs très précis à ce sujet. Alors la musique. Eh bien la musique, ça allait vraiment ensemble. Alors je vous ai donné des dates de philosophes avant. Il y avait Pythagore, hein, les pythagoriciens. Donc bon, ça c'est traditionnellement, on attribue l'étude des intervalles musicaux à Pythagore. Donc voilà juste un dessin là, on voit ici Pythagore avec des cordes. Et c'est vrai que c'est à cette époque-là, à la même époque, qu'on a commencé, que les mêmes philosophes ont commencé à étudier les vibrations des cordes. Et ils ont découvert ce qui est ici à gauche, c'est-à-dire que si vous avez une corde qui vibre, donc elle vibre avec ce qu'on appelle une vibration fondamentale, enfin on appelle ça comme ça maintenant, avec une vibration au centre. Si on fait bouger l'extrémité de la corde, si on la ramène aux 3/4, eh bien on a une autre vibration qui fait avec la première un intervalle tout à fait particulier. C'est un intervalle qu'on appelle maintenant la quarte. Donc si on a un Do et si on prend les 3/4 de la corde, on a un Fa. C'est ça. Si on prend les 2/3, eh bien c'est la quinte et c'est le Sol. Voilà. Et donc ça a été découvert à l'époque de Pythagore et c'est à la base de la gamme, presque la gamme qu'on utilise encore actuellement. Pourquoi? C'est parce que si vous prenez une quinte, donc vous partez d'un certain son, puis vous prenez la quinte, pardon, et ensuite vous continuez à partir de la deuxième note, vous refaites une quinte, et puis vous refaites une quinte, et puis vous refaites une quinte, évidemment vous redescendez d'un octave pour rester, pour pas partir très très haut. Vous refaites ça, et vous refaites ça, et vous refaites ça, et finalement vous arrivez à une note aux octaves près,
qui est presque la note de départ, presque le do de départ, mais pas tout à fait. Presque, mais pas tout à fait. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la coma pythagoricienne, qui montre que si on fait ce qu'on peut appeler la ronde des quintes, c'est-à-dire qu'on construit des notes à partir de ces intervalles précis, on ne retombe pas tout à fait sur ses pieds. Et là, il s'est passé la même chose à l'époque que pour les représentations du monde. C'est vraiment intéressant. Alors avant ça, l'interprétation moderne, c'est que ça, ce sont des harmoniques d'une même vibration, c'est-à-dire que si vous avez une corde, vous pouvez la pincer au milieu, donc là vous avez 2 vibrations, c'est l'octave, vous pincez 3 fois, c'est le sol, vous retrouvez quelque chose comme la quinte, 4 fois c'est le do, entre le sol et le do, vous avez une quarte, etc. Ça, c'est l'interprétation moderne. Mais ce qui est intéressant, pour faire le parallèle avec les représentations du monde, ça c'est une citation de Platon dans La République. Il comparait les musiciens aux astronomes. Et bien c'était pareil ce que je vous ai dit. C'était cette coma pythagoricienne dont voulait pas Platon. Il voulait la musique sous forme mathématique, sous forme des nombres. Et il ne s'intéressait pas trop aux musiciens qui jouaient des instruments. Il s'intéressait à la musique comme construction, là encore. Tu parles de ces braves musiciens, parce que dans la République, il s'adresse à quelqu'un, hypothétique, donc tu parles de ces braves musiciens qui persécutent et torturent les cordes en les tordant sur leurs chevilles. Ils font la même chose que les astronomes. Ils cherchent des nombres, des corps, etc. Voilà. Donc voilà quelle était la situation chez les anciens Grecs. Et quand on construisait la gamme, alors je vous disais que c'est à peu près la gamme qu'on a actuellement, mais pour les musiciens, s'il y a des musiciens parmi vous, vous savez que depuis Jean-Sébastien Bach, on a ce qu'on appelle le clavier tempéré. Et qu'est-ce que c'est le clavier tempéré? Eh bien c'est presque la gamme de Pythagore, sauf que chaque quinte est un tout petit peu fausse, mais c'est tellement peu qu'on ne s'en rend pas compte, hein, sauf les vraiment très musiciens, les accordeurs de piano, etc. Sinon on ne s'en rend pas trop compte. Les quintes sont toutes un petit peu faussées pour que finalement on gobe la coma et qu'on retombe sur ses pieds. C'est ça le clavier tempéré. Ça permet de faire des transpositions justement, hein, comme le clavier bien tempéré de Bach. Ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant, où on avait ce qu'on appelait des modes musicaux. On ne pouvait pas, quand on jouait en mode de Ré, on ne pouvait pas ensuite passer en mode de Sol. C'était pas possible, à cause de cette coma. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a le petit truc, bon je fais un parallèle peut-être un peu hardi, mais le petit truc de Mars, de la planète Mars qui revenait en arrière, qui repartait, qui était gommé, la coma pythagoricienne qui n'était pas acceptée, et qui n'était pas gommée, mais qui n'était pas acceptée à l'époque. Alors, en fait, quand on construisait la gamme, à partir des quintes, on tombait sur 7 notes de musique. 7 notes de musique. On a toujours 7 notes de musique hein, dans notre gamme actuelle. 7 notes de musique, 7 planètes. Alors c'est peut-être très tentant d'accorder, de supposer qu'il y avait une note de musique par planète. En plus, je vous passe les détails, parce que ce serait très long, mais quand on en arrange certains intervalles musicaux, on peut refaire quelque chose... comment dire, une structure qui ressemble avec quelque chose, une sorte de pilier central, de plus stable que les autres. Donc ça marchait très bien avec les 7 planètes, avec un pilier central qui était le Soleil. Donc, c'est la musique des sphères. C'est la musique des sphères de l'Antiquité, totalement symbolique, hein, d'attacher une note de musique à chaque planète. Et alors, évidemment, ces notes de musique, on ne les entendait pas. Hein. On n'entendait pas un concert des planètes. Alors, il y avait des idées, il y en avait plusieurs, il y en a une que j'aime bien. C'est que quand on est plongé dans quelque chose, on n'y fait plus attention. Hein. Si vous habitez devant une route à grande circulation, ben, vous finissez quand même par dormir et vous oubliez qu'il y a des voitures. Ben, l'idée, c'était qu'on était dans ce concert perpétuel, mais qu'on n'entendait pas, quoi. Voilà, parce qu'on y était trop habitué. Ça a duré jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et là vous avez une gravure d'un moine, Frankinus Gafurius,
qui représente la Terre ici, avec une hydre. Ici, c'est là les planètes, hein, dans le même ordre. Dans le même ordre, il y a la Lune, etc., etc. On arrive à Saturne et le firmament. Il y avait les muses. Donc les muses, il y en a 9, mais il y en avait une pour la Terre et puis une pour le firmament, donc il en restait 7 pour les planètes. Et puis il y avait, alors là c'est mis dans, comme on disait à l'époque, les modes, ça correspond aux notes de la gamme. On a le mode dorien, le mode phrygien, le mode lydien, et vous voyez un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Donc c'était la gamme. Donc cette musique des sphères-là, elle a perduré jusqu'à cette époque-là. Et alors, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Je parle déjà beaucoup, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu donc petit à petit l'acceptation du modèle héliocentrique de Copernic. Je ne sais plus si j'ai... Oui, c'est ça. Du modèle héliocentrique de Copernic. Le modèle héliocentrique de Copernic, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait le Soleil au centre du monde, les planètes qui tournaient autour du Soleil, et puis, vous voyez, au-delà, le firmament, des étoiles, et puis après, c'est pas écrit, c'est aussi l'habitacle de Dieu. Donc en fait, la grande différence entre Copernic et puis ce qui est avant, quoi, c'est que c'est le Soleil qui est au centre et pas la Terre, mais sinon ça ressemble beaucoup, hein, c'est un modèle fermé, tout l'univers, c'était que le système solaire, et au-delà, les étoiles fixes, et enfin, c'est-à-dire le firmament, et puis Dieu. Bon, je simplifie un petit peu, mais... Alors, bon, les choses sont allées très vite après. Il y a eu... Ça continuait, les idées de concert. Il y avait Kepler, Johannes Kepler, qui a étudié le mouvement des planètes autour du Soleil, et qui avait encore l'idée que les planètes faisaient autour du Soleil un concert perpétuel. Donc c'est quand même resté encore cette relation musique et astronomie, musique symbolique. Et je saute beaucoup d'étapes. C'est d'ailleurs tout ce que je saute, c'est qui fait toute une conférence que je donne d'habitude, mais là je saute complètement. Et je passe à l'époque actuelle. Et l'époque actuelle, la Terre, planète dans l'espace, évidemment, tout le monde connaît. On la voit tout le temps à la météo. On est bien loin de toutes ces idées où on avait du mal à accepter que la Terre soit dans le ciel. Ça, c'est une image prise par la sonde spatiale Cassini, qui a terminé sa mission, qui était autour de Saturne, qui a étudié Saturne, qui a étudié les satellites de Saturne pendant 12 ans, et qu'on a tué, hein, on l'a fait suicider en tombant dans la planète. Hein. Cassini a terminé son existence, la sonde Cassini a terminé son existence en plongeant dans la planète Saturne. Ça doit faire 2-3 ans maintenant, je ne sais plus exactement. Et donc pendant qu'elle était autour de Saturne, elle a pris des images, et en particulier, ça c'est la Terre. Donc ça c'est la Terre vue de Saturne, donc voilà, là il faut s'y faire, hein. Donc ça fait partie de tout l'homme face à l'univers dont j'ai parlé l'année dernière. Voilà, il faut accepter, nous sommes là. Et il y a énormément de conséquences, le fait que nous sommes là. Alors voilà, donc la musique des sphères de l'Antiquité, c'était une vérité, mais c'était symbolique et ça n'avait pas du tout d'existence réelle, pas du tout. Et pendant longtemps, il y a eu beaucoup de musique composée sur de l'astronomie, parce que les musiciens sont inspirés par l'astronomie, par l'espace, par le ciel, etc. Mais c'était juste très, très important, c'est pas du tout un jugement, c'est beaucoup de créativité, mais de l'inspiration, jusqu'à ce qu'on arrive à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les étoiles sont comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Alors, je fais une petite coupure là maintenant pour vous montrer une vidéo un petit peu de la suite de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais m'en aller, que je vois Voilà. Alors là, vous allez voir
encore une petite suite des ondes Martenot, quelques extraits de concerts, et on va passer à quelque chose qui va être important par rapport à la musique des étoiles, c'est-à-dire l'orchestration sous forme synthétique. Donc voilà, je vous en dirai quelques mots. Là, on a sauté d'un orchestre réel à une synthétisation, des instruments et qui reconstitue l'orchestre avec une sorte de partition numérique. Donc ici, vous avez les instruments, le nom des instruments, et là ça défile la musique que joue chaque instrument d'une manière numérique avec le synthétiseur. C'est important parce que c'est ce qui est fait pour la musique des étoiles après. Alors revenons un petit peu à l'espace maintenant, à ce qu'on sait actuellement. Donc comme je vous ai dit, le son ne se propage pas dans l'espace, et pourtant, voilà, je vous avais dit, je vous montrerai. Donc voilà une image de nébuleuse. Une nébuleuse à l'intérieur de notre galaxie. Donc notre galaxie, c'est un ensemble, c'est la Voie lactée. C'est un ensemble de 200 milliards d'étoiles. 200 milliards d'étoiles quand même. Pas toutes comme le Soleil, hein, mais toutes sortes d'étoiles. Et entre les étoiles, vous avez des nuages de gaz comme ça. Alors ces nuages de gaz, eh bien, ils sont très importants, même si, je vous l'ai dit et je répète, bien qu'on voit ça d'une manière lumineuse comme ça, c'est plus vide que, bon, il peut y avoir, je ne sais pas, un atome au centimètre cube ou un atome au mètre cube, c'est vraiment extrêmement vide par rapport au vide qu'on connaît. Mais à l'échelle de l'univers, à l'échelle de la galaxie, ça fait quand même beaucoup. Et donc, c'est important, c'est là-dedans, dans ces nébuleuses, que se forment des nouvelles étoiles. Donc, je vais rentrer un petit peu dans ce qu'est une étoile. Et pour entrer dans ce qu'est une étoile, je vais commencer par entrer dans comment elles se forment, les étoiles. Et donc, je vous ai dit au début que depuis environ 25 ans, c'est-à-dire c'était en 1995-16, ça fait bien ça, bon, pas tout à fait, on sait que les étoiles comme le Soleil ont des vibrations. Mais au même moment, et en fait c'est pas totalement déconnecté, parce que c'est quelque chose qui a été découvert avec les mêmes instruments. C'est intéressant. En même temps, à la même époque, on a découvert qu'il y avait des planètes qui tournaient autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc la première planète découverte autour d'une étoile autre que le Soleil était en 1995. 51 Pégase à l'Observatoire de Haute-Provence, par des collègues suisses. Maintenant, à l'époque actuelle, on sait qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles dans une galaxie. Ce qui ne veut pas dire que chaque étoile a une planète, mais vous avez des étoiles qui n'ont pas de planète et vous avez des étoiles qui ont des systèmes planétaires. Donc en gros, ça revient à peu près à ça. Donc c'est lié, je vous en parle un tout petit peu, mais je ne veux pas vous faire de la technique d'observation astronomique trop poussée. C'est lié, c'est les mêmes instruments, c'est pas du tout les mêmes échelles de mesure, mais c'est les mêmes instruments qui permettent, quand on observe une étoile, de savoir qu'il y a une planète ou
plusieurs planètes qui tournent autour, et de savoir si cette étoile a ou non des vibrations. Et d'ailleurs, les astronomes sont très friands de ça, ils sont très contents, parce que quand ils détectent des planètes autour des étoiles, ils ont envie de savoir, on ne les voit pas les planètes, hein, on ne voit que l'influence de la planète sur l'étoile. C'est en observant l'étoile qu'on sait qu'il y a des planètes autour. Les astronomes ont envie de savoir ce que c'est que ces planètes, la masse, si c'est des planètes solides ou des planètes gazeuses, tout ce genre de choses. Et alors figurez-vous que c'est des calculs, il y a des calculs sophistiqués qui se font pour savoir la masse d'une planète. On connaît sa période, ça se trouve facilement parce qu'on le voit sur l'étoile, mais savoir quelle est la masse de la planète, essayer de représenter sa constitution à la planète, les gens savent le faire à condition de bien connaître la masse, le rayon et tout ça de l'étoile qui est au milieu. Et justement, si cette étoile qui est au milieu, elle a des vibrations, eh bien à partir de l'étude détaillée des vibrations, on peut avoir des informations beaucoup plus précises qu'avant sur l'étoile qui est au milieu. Donc en fait, c'est très relié, ça, cette entre guillemets musique des étoiles et l'existence de planètes qui tournent autour des étoiles. C'est assez intéressant. Alors donc les étoiles se forment dans ces nuages de gaz. Donc je vous en montre plusieurs. Là, voilà, vous avez ici la nébuleuse d'Orion. Ça, c'est la nébuleuse d'Orion. Ça, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse de la tête de cheval. Donc dans notre galaxie, voilà la nébuleuse d'Orion un peu plus en détail. Et donc dans ces nébuleuses se forment des nouvelles étoiles. Et ça, on le sait depuis longtemps. Moi, j'ai appris ça quand j'étais étudiante, que des étoiles se formaient dans les nébuleuses. Sauf qu'à l'époque, on se disait, les étoiles, bon, il y a un nuage de gaz qui se condense, et s'il se condense suffisamment, il ne peut plus revenir en arrière à cause de l'effet de la concentration de son propre poids, et ça donne une étoile. Sous certaines conditions, évidemment. Donc ça, c'est ce que j'apprenais quand j'étais étudiante. Ce qu'on a compris depuis, c'est que tout ça, on le savait, mais on n'avait pas fait le lien, c'est comme ça que ça se passe la recherche. Ce qu'on a compris depuis, c'est que tout ça se passe dans un milieu qui tourne. La galaxie, elle tourne, les nuages de gaz, ils tournent, tout ça, c'est en rotation. Et quand vous avez du gaz qui s'effondre dans un milieu qui tourne, ça ne fait pas une sphère. Ça fait, parce que y a un effet de la rotation, un effet centrifuge, donc ça ne fait pas une sphère, ça fait un disque avec un renflement au centre. Hein, c'est quelque chose, ça. Donc on a compris ça, et maintenant on l'observe. Alors pour l'observer, ça c'est aussi intéressant, parce que ce genre de choses ne serait pas observable dans le rayonnement visible, à l'œil. Parce que ça rayonne pas trop dans le visible, ça rayonne en infrarouge, et il faut envoyer des satellites dans l'espace qui sont capables d'observer le ciel en infrarouge pour le voir. Vous savez, tout ça c'est connecté, hein, c'est comme un puzzle. Un puzzle qui introduit la science, la technologie, tout ça, ça va ensemble. Et là, le fait d'aller dans l'espace, la conquête de l'espace, tout ça c'est lié. Donc ce que vous avez là, c'est une observation. Une observation de naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion. Donc vous voyez, ça c'est le fond de la nébuleuse, c'est des fausses couleurs parce que c'est de l'infrarouge. Là, vous avez un disque qui paraît opaque parce que dedans il y a des poussières, du gaz, tout ça, et qui cache la lumière qui vient de la nébuleuse. Et au centre, quelque chose qui est en train de bien briller en infrarouge et qui va devenir une nouvelle étoile. Ça, c'est un bébé système planétaire. Hein, ça va devenir une étoile. Et là-dedans, vous avez des chocs qui se font dans tous les sens. Et ces chocs, ça peut, des particules qui peuvent s'associer. Quand des particules s'associent, s'agglutinent, ça fait plus d'effets gravitationnels, donc ils s'en agglutinent encore plus. Ça fait un effet qui peut conduire à la formation de planètes. Et alors, même si ce n'est pas tout à fait le but de ce dont je vous parle aujourd'hui, puisque je vous parle des étoiles, c'est quand même intéressant de savoir que depuis très peu de temps, 2 ans, 3 ans, peut-être un petit peu plus, le temps passe vite, mais très très peu de temps, il existe des instruments sur Terre, d'astronomie, qui permettent de visualiser les planètes en train de se former. Alors là, il y en a 2 essentiellement. Il y a un grand système, je vous parlais tout à l'heure, d'antennes de radioastronomie. Les antennes qui reçoivent des ondes radioélectriques. Et bien, il y en a au Chili, dans le désert de l'Atacama, à 5000 mètres d'altitude, ALMA,
Atacama Large Millimeter Array, qui est en fait un ensemble de 80 antennes comme ça, qui fonctionnent avec une technique qu'on appelle l'interférométrie, peu importe, qui permet de visualiser ça un petit peu après, là, quand les planètes commencent à se former. Et puis il y a aussi le Very Large Telescope, toujours au Chili, qui est aussi un instrument qui permet, toujours avec la même technique, mais enfin, cette fois-ci dans le visible, qui permet de voir ça. Alors je vous montre. Donc ça, c'est une image de ALMA, très récente. Alors ce que vous voyez là, c'est du rayonnement qui est émis, non pas par l'étoile, mais par les poussières du disque, qui est autour de l'étoile. Donc, bon, l'étoile est là, mais à l'intérieur de ça, c'est les poussières du disque qui est autour de l'étoile. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est qu'il y a des vides. Hein, il y a des vides, il y a des anneaux vides. Ça, moi, je le montre parce que je trouve ça absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Qu'est-ce que c'est que ces vides? Ben, ce sont des planètes qui sont en train de se former. Et quand les planètes se forment, elles tournent autour de la future étoile centrale. Elles balayent le gaz qui est autour. Donc, elles créent du vide. Donc là, et des choses comme ça, des disques comme ça, il y en a maintenant beaucoup. Ce n'est pas un exemple académique, il y en a beaucoup. Donc les gens commencent à étudier les planètes en train de se former d'une manière concrète. Hein, par exemple, ici, vous voyez, là on a l'impression qu'il y a deux anneaux vides, et puis là qui se rejoignent. Bon, ben, les gens travaillent, comment c'est possible, qu'est-ce que la poussière ait été alignée de cette manière-là et pas d'une autre manière. C'est assez extraordinaire. Donc voilà comment se forment les étoiles. Alors, cette sphère qui est au centre, elle se contracte, en même temps elle récupère aussi de la matière qui est autour, en même temps qu'elle se contracte. Quand elle se contracte, elle chauffe au centre. Ça, c'est quelque chose de clair. Hein, c'est de bien compris, très physique. Ça, on sait, quand elle se contracte, ça chauffe au centre. Et ça devient aussi une plus grande pression, etc. Jusqu'à ce que la température soit suffisante pour qu'il y ait des réactions de fusion nucléaire. Réaction de fusion nucléaire, ça veut dire là-dedans l'hydrogène qui se transforme en hélium. 4 noyaux d'hydrogène deviennent un noyau d'hélium. Ça ne se fait pas si simplement, il y a des tas de réactions intermédiaires. Mais 4 noyaux d'hydrogène deviennent un noyau d'hélium, ça fournit de l'énergie. Et ça transforme la matière en même temps. Et cette énergie, eh bien, tout se stabilise, l'énergie qui est fournie par les réactions nucléaires se met à équilibrer, presque exactement, l'énergie qui est rayonnée, et l'étoile se stabilise. Et c'est le cas du Soleil actuellement, et ça dure longtemps. 10 milliards d'années pour le Soleil, on en est à la moitié. Donc voilà comment se forment les étoiles. On ne sait pas encore à partir de quel moment elles peuvent se mettre à vibrer d'une manière intéressante, mais en tout cas, quand l'étoile est formée, c'est-à-dire quand les réactions nucléaires ont pris le relais et qu'elle ne se contracte plus vraiment, que tout ça c'est stable, ça peut vibrer. Je vous montre un troisième extrait musical, et ensuite je vous dirai pourquoi ça vibre. Parce que, en fait, quand on a un instrument de musique, il ne suffit pas d'avoir un instrument de musique pour faire de la musique. Hein. De toute façon, l'instrument de musique, il ne fait pas de musique. C'est le musicien qui fait de la musique avec l'instrument. Hein, c'est comme les étoiles. Quand on dit la musique des étoiles, évidemment, on exagère. Les étoiles, elles ne font pas de musique. Les étoiles, elles résonnent. Et un musicien peut s'intéresser à faire de la musique avec les étoiles. Hein, mais ce n'est pas les étoiles qui font de la musique. Donc, un instrument de musique, si vous avez un instrument de musique, vous avez un violon par exemple, il y a des cordes vibrantes, et puis il y a la caisse du violon, et puis il y a l'archet. Donc, la corde vibrante, elle a la possibilité de vibrer, mais il faut la mettre en vibration. Donc, c'est l'archet qui la met en vibration, et s'il n'y avait pas l'instrument lui-même, s'il n'y avait pas la caisse de résonance, s'il n'y avait pas la boîte du violon, ce ne serait pas beau. Ce ne serait pas beau, on n'entendrait pas, il ne se passerait pas grand-chose. Donc le son est mis en résonance par la caisse de résonance. Et ça, c'est tout le travail du luthier qui doit fabriquer une caisse de résonance de telle manière que ce soit joli, hein, comme Stradivarius à l'époque. Parce qu'on peut faire n'importe quoi. Donc il faut faire quelque chose qui fasse résonner. Donc là aussi, hein, c'est toute une technique, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc je vais vous montrer, après l'extrait ici,
je vais vous montrer pourquoi le soleil résonne, par exemple. Pourquoi ça résonne et comment. Mais avant, on va passer à l'extrait 3 où Claude Samuel Lévin va vous présenter ça, le thérémine. Donc le thérémine, c'est, vous voyez, je peux vous en parler tout de suite. Il y a une caisse, là, une boîte. Dedans, c'est très complexe. Hein, c'est un système électronique très complexe. Vous avez deux antennes, une antenne verticale et une antenne horizontale courbée. L'antenne verticale émet des ondes électromagnétiques. Des ondes, justement, celles dont je vous parlais tout à l'heure. L'antenne de gauche, bon, elle est liée à au système électronique qui est dedans. Si on pose la main dessus, on n'entend rien. Si on éloigne la main, ça permet d'entendre le son. Et ce qu'on fait, c'est qu'avec la main, on met la main, bon, je vous montrerai tout à l'heure, mais je peux déjà simuler, là. On met la main, soit comme ça, soit là, enfin peu importe. Et quand on éloigne la main, quand elle la rapproche, ben, ça fait des sons, ça fait de la musique. Et c'est parce qu'il y a un aller-retour qui se fait là d'ondes entre la main et l'antenne. Et voilà, donc ça fait certaines fréquences, mais il faut une sono pour le transformer en onde sonore. Donc vous voyez, on est toujours dans la même situation. Le thérémine a été inventé par Monsieur Térémine, qui était un ingénieur russe qui vivait au début du XXe siècle, qui a vécu la révolution soviétique, qui a été très admiré par Lénine, enfin qui était considéré comme un musicien qui avait inventé quelque chose qui mettait en valeur l'Union soviétique, enfin c'était pas encore l'Union soviétique, mais la Russie, quoi. Bon. Et puis voilà, il a eu, à un moment il est parti aux États-Unis, il est revenu, je crois qu'il était allé au Goulag à la fin, mais voilà. Et maintenant, cet instrument est repris par une compagnie américaine qui s'appelle Moog. Alors au départ, les premiers instruments de thérémine, c'était des systèmes électroniques comme on faisait à l'époque, avec des, comment on appelait ça là, enfin, comment on appelle ça, comme les vieux postes de radio. Là. Les lampes transistors. Pardon, oui, oui c'est ça, enfin, puis des lampes. Le thérémine, ça a été inventé dans les années 20. Alors le principe, quand j'approche ma main de cette antenne, je fais varier la fréquence. Et avec cette antenne ici, de la main gauche, je joue sur les nuances. C'est un instrument qui s'appelle le thérémine. La symphonie de l'espace, c'est une création d'un autre compositeur qui s'appelle Maxime Olliot, que nous avons programmé en 2009 pour l'année mondiale de l'astronomie. C'était l'année mondiale de l'astronomie.
Et ce Maximo Lio avait composé cette symphonie depuis... C'est un jeune, hein, il avait pas 30 ans, hein, mais il avait composé cette symphonie depuis de nombreuses années. Et là, il avait l'occasion de la terminer et de la jouer. Et donc on l'a programmée sous l'auvent de la grotte de Nio, si vous connaissez, c'était assez fabuleux. Et donc cette symphonie, il y a des chœurs, il y a un orchestre, il y a des chœurs, et il avait fait intervenir les ondes Martenot et le thérémine, et c'était Claude Sommel-Levin qui tenait les ondes Martenot et le thérémine. C'est comme ça que je l'ai rencontré, parce que j'étais moi-même responsable de tout ce qui se passait, de toute l'organisation de l'année mondiale de l'astronomie dans le grand sud-ouest de la France, et donc j'étais vraiment partie prenante. D'ailleurs j'avais fait une conférence musicale à cette époque-là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Claude Sommel-Levin, que j'ai retrouvé après pour la musique des étoiles. Donc, retournons au Soleil et aux étoiles. C'est un schéma de l'intérieur du Soleil. Excusez-moi, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Donc, le Soleil, c'est une grosse boule de gaz. Je vous donne le Soleil comme exemple, mais les étoiles, c'est comme le Soleil, sauf qu'elles peuvent être plus grosses, plus petites, plus évoluées, plus vieilles, plus jeunes. Enfin bon, c'est quand même toujours un petit peu la même idée. Donc voilà, une grosse boule de gaz qui a 700 000 km de rayon. Il n'y a pas de limite, hein. Mais il faut bien qu'il y ait une limite quand on fait un dessin. Mais en réalité, il y a une densité qui diminue vers l'extérieur d'une manière continue. Au centre, vous avez les réactions nucléaires. Là encore, hein, il n'y a pas une vraie limite, hein. Mais c'est là-dedans que se font les réactions nucléaires, et puis ça diminue vers l'extérieur. L'énergie est produite là. Et l'énergie qui est produite là est transférée vers l'extérieur par le rayonnement. Vous savez que je compare ça, moi, aux radiateurs que vous avez dans vos maisons. Il y a des radiateurs qui sont des radiateurs, et puis il y en a d'autres, c'est des convecteurs. Il y en a un, ça fonctionne avec ça rayonne, et puis l'autre, ça fait de la convection, c'est-à-dire des mouvements. Voilà. Là, c'est comme s'il y avait un transfert d'énergie par... oui, c'est pas comme si, c'est la réalité. Il y a un transfert d'énergie par le rayonnement, c'est le rayonnement qui fait transférer la chaleur, et puis, à partir d'un certain rayon, en fait, c'est à peu près les 2/3 du Soleil, vous avez des mouvements qui se produisent. C'est quelque chose qu'on comprend bien. Mais ça dépend de conditions, de température, de pression et tout ça, donc c'est pas facile à expliquer, mais on comprend bien pourquoi. On comprend bien pourquoi les régions extérieures du Soleil sont convectives, et puis ça se voit, hein, les gens qui observent le Soleil avec des instruments, ils voient ce qu'on appelle la granulation solaire, c'est-à-dire les bulles de gaz qui montent vers l'extérieur. Donc ici, c'est tout mélangé. Voilà. Puis après, au-delà du Soleil, vous avez ce qu'on appelle la photosphère, c'est l'extérieur du Soleil. En plus, là, vous avez ce qu'on appelle la couronne solaire. Vous avez beaucoup de... Le Soleil, il est très stable, au point de vue énergétique, au centre. Mais ces régions extérieures sont extrêmement mouvementées. Il y a un cycle magnétique de 11 ans, il y a des éjections de matière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, ça aussi, ce serait un autre sujet à traiter. Ce qui m'importe pour l'instant, c'est cette zone convective qui est à la base de beaucoup de choses, d'ailleurs, à la base de la création du champ magnétique, la régénération du champ magnétique, les éjections de matière, etc. Et puis, c'est des mouvements. Hein. C'est du gaz, mais c'est des mouvements. Si vous comparez ça à l'eau qui bout, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc, ces mouvements de matière, ils créent des ondes sonores. Alors, créer des ondes sonores, c'est pas un bruit blanc pareil partout, parce que il y a des fréquences particulièrement excitées compte tenu de la profondeur de la zone convective, compte tenu des vitesses là-dedans, etc., etc. Mais enfin, c'est du bruit. C'est du bruit. C'est-à-dire toutes sortes d'ondes sonores. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces ondes sonores? Elles ne peuvent pas sortir. Parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, à l'extérieur, c'est quasiment le vide. Donc en fait, si elles ont envie de sortir, elles se réfléchissent en réalité sur les zones extérieures, elles restent à l'intérieur de la sphère. Mais alors elles restent à l'intérieur de la sphère et il se passe la même chose que dans une boîte d'une caisse de résonance de violon, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des ondes, vous avez toutes sortes d'ondes, il y en a qui résonnent, c'est-à-dire assez constructifs,
hein. Elles se propagent à l'intérieur et ça résonne. Puis il y en a d'autres qui ne résonnent pas, ou qui s'annihilent. Et voilà. Et ceux qui résonnent et ceux qui ne résonnent pas, donc ce qui fait les fréquences qui réellement apparaissent et puis celles qui n'apparaissent pas, c'est relié à la température, à la pression, à la densité, à la combustion chimique, etc. Tout ça à l'intérieur du Soleil. Donc vous commencez à comprendre pourquoi, à partir des observations extérieures, ça donne des informations beaucoup plus précises que ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, quand on observait une étoile, on observait uniquement le rayonnement, la lumière qui sort de l'étoile. Et la lumière qui sort de l'étoile, ça sort seulement des couches extérieures. La lumière qui est à l'intérieur d'une étoile, ça diffuse de partout, ça finit par sortir, mais nous, ce qu'on voit, c'est seulement ce qui vient des régions extérieures. Tandis que les vibrations sonores, ça donne des informations sur toutes les résonances à l'intérieur. Et ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses. Alors, toutes les étoiles qui ressemblent au Soleil, elles ont toutes des vibrations sonores. Bon, elles n'ont pas toutes observées, bien sûr, mais toutes celles qu'on a cherché à observer pour savoir si elles en avaient ou pas, elles en avaient toutes. Alors, d'autres types d'étoiles n'en ont pas forcément, et d'autres types d'étoiles ont d'autres sortes de vibrations. Il n'y a pas que des vibrations sonores dans les étoiles. Il y a d'autres types d'ondes, il y a toutes sortes d'ondes, c'est très complexe. Mais aujourd'hui, je vous parle uniquement des vibrations sonores. Ça, c'est simplement pour montrer que c'est le Soleil en ultraviolet, qu'à l'extérieur, c'est très, très mouvementé. C'est une représentation de ces vibrations du Soleil, mais c'est très amplifié. Parce que, en fait, ça ne se voit pas du tout à l'œil nu, évidemment. Il faut des instruments particuliers pour le voir, il faut des techniques particulières pour le voir. Donc c'est très amplifié, et en plus, ça va beaucoup plus vite que la réalité. C'est ce qu'on obtient quand on a enlevé, on analyse le rayonnement qu'on a du Soleil, on a enlevé tout ce qui est les grands mouvements, les grandes protubérances et tout ça, on ne garde que ce qui est les ondes sonores. Et voilà, c'est le genre de choses. Donc vous voyez, ça c'est le genre de vibration d'une caisse de résonance. Voilà. Donc le Soleil fait ça, les étoiles font ça. Alors là, vous voyez des vibrations fines. Hein, vous voyez que ça vibre à petite échelle, ça vibre à grande échelle aussi. Enfin, il y a toutes sortes d'échelles qui se superposent. Alors, vous imaginez, je crois que je n'ai pas besoin de faire un dessin pour ça, vous imaginez que pour le Soleil, quand on regarde le Soleil, avec un instrument évidemment, on voit le disque solaire complet là, et on voit les détails, donc on peut étudier des petits détails de ce qui se passe. Quand vous observez une étoile, vous ne voyez pas ça, hein. L'étoile, elle voit toujours comme un point, enfin, sauf exception, mais les étoiles, on les voit comme des points, même avec des très très grands télescopes. Donc quand on observe les vibrations des étoiles, on ne voit que les vibrations globales, on ne voit pas tous ces petits détails. Ça vous explique ce que je vous disais au début, que pour le Soleil, on a 20 ou 30 millions d'harmoniques qu'on peut observer. Pour les étoiles, on en a quelques dizaines. Ça ne veut pas dire que les étoiles n'en ont pas autant que le Soleil, c'est simplement qu'on n'a pas les moyens de les détecter. Juste un petit, très rapidement, il y en a parmi vous qui connaissent, ça c'est ce qu'on appelle le spectre optique du Soleil. C'est-à-dire que c'est le rayonnement qu'on reçoit du Soleil, les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet. Quand on regarde en détail, eh bien on voit qu'il y a des raies, vous voyez, des bandes sombres là. Et les bandes sombres, ben, c'est la signature des éléments, les éléments chimiques qui se trouvent dans le Soleil. C'est simplement pour vous dire que c'est en étudiant ça, et comment ces bandes sombres bougent au cours du temps, qu'on a une idée des vibrations de la surface du Soleil. Si vous avez des questions tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu plus, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. C'est simplement pour que vous ayez une idée. Alors, quand on veut, ça c'est juste parce que c'est symbolique et c'est même un peu émouvant, quand on veut étudier les vibrations du Soleil ou les vibrations des étoiles en grand détail, il faut observer très longtemps d'affilée. Par exemple, le Soleil, il faut l'observer au moins un mois parce qu'il tourne sur lui-même en un mois. Et si on veut avoir tout, au moins un mois, peut-être plus, d'affilée.
Et ça, c'est pas évident, parce que si vous observez le soleil quelque part, le soir il se couche, et le matin il se lève. Donc en fait, vous n'avez pas ça d'affilée. Donc il y a 3 méthodes pour permettre d'observer le soleil d'affilée. Une méthode, c'est d'aller au pôle. Et ça, les premières observations comme ça se sont faites en Antarctique. Parce qu'au pôle, vous pouvez observer le soleil 4 mois d'affilée, pendant l'été. Deuxième méthode, évidemment, d'aller dans l'espace. Si vous êtes dans l'espace, là, vous n'avez pas la succession jour-nuit. Et il y a en particulier un satellite, bon, je crois qu'il est toujours en activité, ça fait tellement longtemps, qu'il s'appelle SOHO, et qui a à bord 8 instruments solaires, bon, qui fait en particulier ce type d'observation. Il y en a d'autres, il n'y a pas que SOHO. Il y a un qui s'appelle Yoko, qui est japonais, enfin il y en a plusieurs. La troisième méthode, qui est évidemment celle qui est la plus sympathique, c'est les réseaux sur la planète. Alors là, vous avez un réseau qui s'appelle GANG. GANG, ça veut dire Global Oscillation Network Group. Et ça fait gang aussi, c'est pas mal, ça fait penser à un gang. Et il y a 6 instruments, c'est pas du tout spectaculaire, vous voyez, ça ressemble à des algébriques, mais l'instrument qui est dedans, c'est un instrument performant. 6 instruments autour du globe, vous voyez, il y en a un ici, si je commence là, c'est en Australie, il y en a un à Hawaï, il y en a un en Californie, au Chili, sur l'île, enfin aux Canaries, et en Inde. Et ça, c'est géré par des Américains, mais tout le monde on est associé à ça. Ça veut dire que quand le soleil se couche quelque part, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de nuages quand même. Le problème des nuages, là, c'est difficile à gérer. Mais quand le soleil se couche quelque part, quelqu'un d'autre a pris le relais, il y a le relais comme ça tout le temps. Et moi, je trouve ça très beau, parce que il y a bien d'autres exemples, et ça, c'est un exemple de gens qui travaillent ensemble, par-delà les frontières, par-delà les pays, travaillent tous ensemble en se donnant le relais pour le même but, qui est la meilleure compréhension du monde dans lequel on vit. Et ça, je trouve ça vraiment très, très réjouissant. Alors voilà, les étoiles, donc, comme je vous disais, j'en ai beaucoup parlé, elles ont des planètes, et puis elles vibrent, pas toutes, mais beaucoup. Des vibrations, pour vous donner une idée, je vais pas tout montrer parce que c'est une simulation faite par un collègue. Bon, j'avance un petit peu. Là, on voit une simulation des ondes sonores à l'intérieur de l'étoile. On voit comment l'étoile peut vibrer. J'avance un petit peu. Voilà, ça par exemple. Donc, les ondes se propagent à l'intérieur de l'étoile et elles font vibrer l'étoile. Bon, voilà une autre simulation, enfin il y en a pas mal. Donc vous voyez, c'est toute l'étoile qui est en vibration, l'intérieur, et toutes les ondes qui se propagent, et ce qu'on voit nous, c'est l'effet, sous forme de lumière, l'effet qui se produit à la surface. Je pense pas, je sais pas s'il y a beaucoup de choses plus intéressantes là, c'est pareil. Bon voilà, ça donne une idée de ce qui peut se produire. Donc vous voyez, là, ces vibrations d'étoiles, j'insiste pas mal parce que je ne veux pas qu'on fasse la confusion avec de la musique symbolique. Là, bon, on va arriver à faire de la créativité, du symbole, des modifications un peu, etc., créatives, mais il y a vraiment quelque chose de scientifique à la base. 4e extrait de Claude Samuel Lévin, donc là il faut que je passe aux 11 minutes. Voilà, ça va bien là. Il va y avoir un petit extrait de documentaire. Je l'ai laissé, vous allez voir, ça va. Ça, c'est le son de 12 étoiles que j'ai donné à Claude Samuel Lévin avec toutes les harmoniques. Bonsoir Sylvie Vauclair. Bonsoir. Merci, voici le livre en question, La nouvelle musique des sphères, avec Claude Samuel Lévin. J'ai souhaité créer une œuvre musicale, ou des œuvres musicales à partir de la musique des étoiles, on va peut-être en reparler. Tout naturellement, je suis allé voir Claude Samuel Lévin. Eh bien, on découvre que le soleil résonne à peu près
en sol dièse. C'est assez amusant que le soleil résonne en sol. Ici, nous entendons le soleil. Et mon oreille musicale, on a transposé cette palette harmonique, cette gamme. L'instrument étant le soleil lui-même, et cette composition de musique assez moderne tire profit magnifiquement de ce que le soleil lui a offert comme instrument, comme note, avec sa sonorité particulière que personne ne pourrait entendre évidemment. C'est magnifique. Donc, pour terminer, ça va aller, hein? Oui, ça va aller, j'en ai plus pour trop longtemps. Je vais essayer. Je sens que j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais très rapidement revenir un petit peu sur tout ça. Donc, ça, ce sont les harmoniques d'une corde. On en a déjà parlé. Pour vous parler un petit peu des harmoniques, ce que c'est que les harmoniques d'une sphère, très rapidement, je passe d'abord par les harmoniques d'une timbale d'orchestre. Là, vous avez une timbale d'orchestre, et pour visualiser les harmoniques, vous mettez sur la timbale de la poudre noire, et vous faites vibrer avec un petit marteau là. Un petit marteau qui vous donne une fréquence pure. Et vous avez, là où la membrane vibre, ça saute. Et la poudre vient s'accumuler aux endroits où ça ne vibre pas. Et là, vous voyez matérialiser des harmoniques d'une membrane. Donc c'est différent, et le son est différent des harmoniques d'une corde. Et ici, vous avez les harmoniques d'une sphère, hein, ce qu'on appelle les harmoniques sphériques. Donc par exemple, vous prenez celle-ci. Ce qui est blanc ici, ce sont des cercles qui ne vibrent pas. Et au milieu, vous avez ça vibre. Donc là, par exemple, ça vibre comme ça. Hein, ça sort de la sphère, ça rentre, ça sort ça. Donc ça, ce sont les harmonies sphériques. Donc vous en avez toutes, évidemment, des tas de possibilités. Donc celle-ci, par exemple, c'est observable avec le soleil, mais pas avec les étoiles. Si on observe les étoiles, on n'a que des harmoniques très, très larges, comme ça, qu'on peut observer. Un petit peu de musique, de technique de musique. Ce qu'on appelle un spectre acoustique. Un spectre acoustique, ça vous donne les harmoniques sous la forme, bon là c'est l'intensité, et là c'est la fréquence des harmoniques qui résonnent. Donc là vous avez les sons d'une flûte traversière qui joue un fa. Donc c'est la même note. Mais vous savez, la flûte traversière, suivant la manière dont vous posez les lèvres, vous allez exciter des harmoniques différentes et faire un son différent pour la même note. Et bien là, vous avez toutes les harmoniques qui vibrent pour un son, bon, un certain son. Et là, la même chose pour un autre son. Et ce sont les mêmes harmoniques, mais c'est l'intensité qui change. Et qui donne la couleur, qui donne le timbre. Et vous avez ici ce qu'on appelle l'enveloppe du son. Donc ça, et les fréquences, vous voyez, c'est de l'ordre de 1000 à 3000 Hz ici. Ça, c'est le spectre acoustique du soleil. Donc vous voyez le même genre de choses. Je n'insiste pas, sauf que vous voyez qu'il y a une enveloppe qui est un peu comme une courbe en cloche, qui n'est pas tout à fait la même chose que pour la flûte. Et puis vous voyez que les fréquences, ce sont des millihertz. Alors pour la flûte, c'est de l'ordre de 3000 Hz. Donc voilà, ça c'est une autre étoile, et à quoi ressemblent les spectres acoustiques. C'est pour vous montrer que c'est vraiment très semblable, hein, des instruments de musique. La différence, c'est que les fréquences ne sont pas les mêmes, et donc il faut transposer un grand nombre d'octaves pour si on veut faire de la musique. Donc voilà 12 étoiles que j'ai données à Claude Samuel Lévin. La plupart sont observées dans l'hémisphère sud, parce qu'on observe du Chili.
mais il y a aussi le Soleil. Il y a Procyon qu'on observe ici. Ça, c'est les noms des constellations. Ça, c'est la distance en années-lumière. Ici, c'est la fréquence réelle du maximum de la courbe, fréquence principale. Ici, c'est la fréquence transposée de 18 octaves. Et là, vous avez les notes correspondantes. Donc, comme je le disais, les notes des étoiles, c'est pas, en général, ça ne correspond pas à une note vraiment du piano. C'est entre les deux. Mais quelquefois, par exemple, celle-ci, 110, vous voyez, le La du diapason, actuellement, c'est 440. Donc, c'est un multiple de 110. Donc, c'est aussi un La. Et le Soleil, comme je disais là sur la vidéo, le Soleil est en fait intermédiaire entre Sol dièse et La. Mais quand c'est souligné, ça veut dire que c'est plus près. C'est plus près du Sol dièse que du La. Donc c'est vrai que c'est assez amusant que le Soleil résonne en Sol dièse dans la, comment dire, la convention actuelle. Attention, dans la convention actuelle, parce que ce qui est sûr, c'est les fréquences. Mais la note, ça dépend de la convention. Donc dans la convention actuelle, où le La du diapason, c'est 440 Hz. Au temps de Jean-Sébastien Bach, c'était 415. Donc ça n'aurait pas été la même chose. Voilà, donc j'ai pas mal parlé. Maintenant, je vais vous faire écouter donc très rapidement le son réel de quelques étoiles, pour l'avoir en tête. Donc le son réel de quelques étoiles transposé de 18 octaves. Et puis ensuite, pendant juste 5 minutes, je crois que ça va aller, l'œuvre musicale, enfin le début de l'œuvre musicale de Claude Samuel Lévin. Alors l'œuvre musicale de Claude Samuel Lévin, c'est une œuvre orchestrale, mais synthétique. Donc vous avez des instruments d'orchestre habituels, et là-dedans, vous avez, parmi les instruments d'orchestre, les 12 étoiles. Alors, quelquefois, il a joué sur les harmoniques, parce que là quand on va écouter la musique, c'est créatif. Il y a la créativité du musicien qui a aussi quelquefois qui a ses propres idées. Donc, quelquefois, il utilise que quelques harmoniques, quelquefois, il se rapproche du ton. Ça paraît assez tonal quand même, enfin pas toujours, il y a quand même, ça grince quand même quelquefois. Et je vous préviens. Et juste avant de lancer ça, je voudrais vous dire que parce qu'il y a eu une demande d'un orchestre il y a 2-3 ans, donc il a écrit ça aussi pour vrai orchestre, et on a eu un concert avec un vrai orchestre, sauf les 12 étoiles évidemment synthétisées et introduites dans l'orchestre. Alors d'abord quelques étoiles, parce que pour voir ce que c'est que le son brut des étoiles avant de passer à la musique. Donc là, est-ce que ça... Oui. Oui. Donc je vais un petit peu par là, voilà. Donc le son d'une étoile, c'est un peu comme ça. Donc quelques-unes, je ne sais pas si ça c'est l'étoile Mu d'Hercule. Donc ce sont des étoiles soit que j'ai pu observer moi-même, soit que j'ai récupéré les fréquences de publication de collègues. Évidemment, plus une étoile est grosse, plus ça résonne grave. Ça, ce sont toutes les fréquences des harmoniques observées. Cette étoile-là, elle a 4 planètes. Toutes ces étoiles qui sont là, elles ont aussi des planètes. Je ne sais pas si le soleil vient après. Sinon, ça ne fait rien. Ah voilà, donc j'attends le soleil et puis ensuite je vais passer à la musique. Ici, c'est les notes du piano.
Ça montre qu'on est entre deux. Voilà, il y a beaucoup d'harmoniques. On n'a pas tout mis pour le soleil, hein. Il y en a des millions. On a mis les plus importantes. Voilà. Alors maintenant, quelques minutes pour l'œuvre musicale, et je me tais. Voilà. Et le genre de musique que ça fait. Voilà, merci. Ah, et après, je vais vous montrer un petit peu...